Dans la vidéo précédente, j'ai expliqué pourquoi l'égalité des citoyens en devoir et en droit est le principe fondamental de l'ordre social. Dans cette vidéo, je vais présenter le contrat social tel que le propose ma théorie du civisme. Mais tout d'abord, qu'est-ce que le contrat social? Le contrat social, concept inventé ou du moins popularisé par Jean-Jacques Rousseau, est l'engagement que les individus sont supposés avoir pris les uns envers les autres pour constituer une société et sortir ainsi de l'état de nature ou du chacun pour soi. Il est certain que jamais un tel engagement ne fut conçu et pris formellement. L'homme est un être sociable qui n'a jamais vécu seul, qui a toujours vécu en groupe, au moins en famille ou famille élargie, sans se demander ce que cela impliquait. L'idée d'un contrat social est toute théorique, c'est une construction intellectuelle. Mais cette démarche intellectuelle, qui consiste à déduire de l'état de non-société ce que devrait être par comparaison celui de société, permet en effet de comprendre ce que devraient être des rapports sociaux harmonieux. Car il est tout aussi certain que puisque les hommes ne vivent pas en solitaire, ils ont des rapports permanents entre eux, et que ces rapports ne peuvent être les mêmes que ceux d'un état dans lequel ils n'en ont aucun. Du moins, leurs rapports sont par définition d'une autre nature. L'état de société, qui est en théorie celui dans lequel les hommes vivent, est nécessairement le contraire de l'état de nature qu'ils fuient manifestement. Je ne vais pas exposer ici le raisonnement de Rousseau, qui n'a d'ailleurs pas proposé de contrat social, et dont le raisonnement, malgré quelques bonnes réflexions, était biaisé par l'argent, c'est-à-dire par le fait de n'avoir jamais pris en considération les effets funestes de l'argent sur la société, et d'avoir ainsi attribué à des causes naturelles, ou autres que l'argent, les aberrations sociales qu'il constatait, ou qui lui échappaient, d'où ces conceptions dénaturées de l'égalité et de la propriété notamment. Je n'entre pas plus avant dans ce débat, je vous renvoie à mes vidéos sur l'argent, la monnaie et l'égalité, et je vous livre mon propre raisonnement dans ces grandes lignes. L'état de nature, dans lequel les individus n'ont aucun lien entre eux, est le règne du plus fort, qui ne l'est jamais que temporairement, du danger tous azimuts, de l'insécurité généralisée et du non-droit. C'est pour ne pas vivre dans une telle précarité que les hommes, par instinct de conservation, se constituent en société, autrement dit pour être autant que possible en sécurité et accroître leur longévité, car des êtres vivants ont pour premier intérêt de rester en vie. Ces avantages sociaux n'existent que si ces individus cessent de s'agresser et supposent donc que dorénavant, ils se protègent mutuellement, ils soient solidaires les uns des autres, ils repoussent ensemble les dangers extérieurs, ils s'entraident au lieu de s'entre-déchirer. Chacun a donc désormais le devoir de défendre, dans toute la mesure de ses moyens, ses concitoyens, individuellement et collectivement. En remplissant ce devoir, il garantit aux autres la sécurité en tant que droit, droit dont il jouit lui-même, du fait que les autres remplissent le même devoir envers lui. Dès le premier stade de la société apparaît donc le principe d'égalité, égalité des citoyens en devoir et en droit, la nécessaire réciprocité en devoir ou égalité en devoir, générant fatalement l'égalité en droit. Il est important de remarquer que la sécurité et le devoir de se protéger mutuellement impliquent une association volontaire des citoyens. D'une part, forcer des individus à faire partie de la société ou cité, ou les contraindre à demeurer en son sein, serait les priver de la sécurité qu'ils sont censés trouver. C'est la société qui serait alors pour eux un danger. D'autre part, quelle protection espérer de la part d'individus aux yeux desquels on est soi-même un ennemi? Le temps du danger serait pour eux celui de se venger ou de s'affranchir. Mais une association volontaire implique aussi que les membres de l'association soient libres d'accueillir en leur sein ou d'en rejeter qui bon leur semble. Sans quoi c'est à eux que la présence d'individus indésirables, à tort ou à raison, serait imposée. C'est leur sécurité qui serait menacée par la société, c'est contre eux que serait tournée la force collective, c'est-à-dire leur propre force, ce qui serait une aberration, une oppression, une violation du contrat social, une trahison de la part des autorités établies pour représenter la société, c'est-à-dire eux, et défendre leurs intérêts. Remarquons également, et c'est une remarque très importante, que la notion de droit est indissociable de celle de société, de cité, de nation, de peuple, de pays, de patrie. Les droits ne sont pas une invention, ils découlent d'un rapport. Ils ne sont pas innés ou naturels, ils doivent être générés et garantis. Peu importe qu'ils soient reconnus ou non, s'ils sont garantis. La belle affaire est qu'ils soient proclamés, s'ils demeurent lettre morte. Les gens qui conçoivent les droits sans devoir et sans nation, le droit de l'homisme sans patriotisme,
qui font de la politique sans principe, sont les pires ennemis du droit, de la société et de l'humanité. Je passe maintenant sur des détails pour en arriver au point capital, c'est le cas de le dire. La protection contre les dangers extérieurs n'est pas tout. Et plus la société est puissante, moins l'occasion de la défendre est fréquente. Ainsi, bien que défendre ses concitoyens et la cité, au sens guerrier du terme, soit le premier devoir du citoyen, à ne jamais oublier, il n'est pas le plus important dans le sens où il ne répond pas aux besoins ordinaires, courants, permanents, pressants, quotidiens de la cité. L'étendue de ces besoins est fonction des capacités de la société et de l'époque. Il en va de même de l'étendue des devoirs, qui permettent d'y répondre collectivement, et par conséquent des droits, qui permettent de les satisfaire individuellement. Disons au final qu'il est nécessaire, aux yeux de la cité, que les citoyens accomplissent un certain nombre de tâches, afin de répondre à tous les besoins et de couvrir les besoins de tous. Traduisons, les citoyens ont de manière générale le devoir de participer à la vie de la cité, selon ce que la cité considère comme une participation, et ont le droit de profiter de tous ces bienfaits, du fait même d'être citoyens. Nous retrouverons bien sûr tout ceci dans le contrat social, qui ne fait qu'exposer, sous forme de clause, les conséquences directes de l'acte d'association politique, c'est-à-dire de l'engagement supposé que prennent des individus les uns envers les autres pour assurer en premier lieu leur survie. Une dernière réflexion. Qu'un contrat social en bonne et due forme n'ait jamais existé ne veut pas dire qu'un tel contrat ne puisse être proposé et ne doit pas être adopté s'il fait consensus. Il y a des contrats dans tous les domaines, sauf dans le plus vital. Un contrat sert à fixer des règles et à garantir des droits, et il y aurait des contrats pour tout et n'importe quoi, engageant des citoyens, définissant des droits secondaires voire imaginaires, et il n'y en aurait pas pour rappeler les principes de l'ordre social, définir la société, indiquer les conditions de la citoyenneté, reconnaître et garantir les droits fondamentaux des citoyens. On aurait toujours le mot social à la bouche, et on ne se demanderait jamais ce qu'est la société, ou plus exactement ce qu'elle doit être. En vérité, on proclame aujourd'hui des droits comme s'il en pleuvait, parce que l'état de droit n'est plus. Arrêtons donc de mettre la charrue avant les bœufs, il est temps de penser la société au lieu d'élargir ses plaies, il est temps de faire preuve de courage et de bon sens, au lieu de céder à la facilité et à la démagogie. Voici donc le contrat social que propose le civisme. C'est un texte court, en 7 articles, dont 3 sous-articles. Je le commenterai, si nécessaire, au fur et à mesure. Projet de contrat social de la Cité France. Considérant qu'il n'y a de droit qu'en société, et de société que dans l'égalité des citoyens en devoir et en droit. Considérant qu'un contrat social unique pour tous les citoyens est la condition primordiale de l'égalité. Considérant enfin qu'un contrat social tacite est le plus court chemin vers la négation de ce contrat, vers l'oubli des principes de l'ordre social et l'anéantissement de l'égalité. Les citoyens français reconnaissent et fondent leur association, qui constitue la Cité France ou la République française, sur les principes suivants. Article 1er. L'égalité est le principe fondamental de l'ordre social et de la cité, qui est l'ensemble des citoyens. Je renvoie ici à la vidéo précédente sur l'égalité, dans laquelle j'explique qu'il existe des devoirs et des droits de différents niveaux, et que l'égalité, par nature, ne concerne que certains d'entre eux, à savoir les devoirs fondamentaux et les droits fondamentaux et indirects. Je vous renvoie également, concernant les droits politiques, à la vidéo que je ferai prochainement sur la distinction entre citoyenneté et nationalité, entre citoyens de France et citoyens français, entre cité au sens large et cité au sens strict. Article 2. Intégrer la cité repose sur un consentement mutuel entre le citoyen et elle, et implique entre eux un dévouement réciproque. Tous les hommes sont égaux en devoir devant la cité, seuls les citoyens ayant par définition rempli leurs devoirs sont égaux en droit dans la cité. Article 3. La cité ne peut admettre en son sein que des individus qui, sans en faire encore partie, ne lui manquent pas de respect et respectent déjà les droits qu'elle reconnaît aux hommes en général et à ses citoyens en particulier. Tout individu pour devenir citoyen et tout citoyen pour le demeurer a en outre les devoirs de se soumettre aux lois de la cité, de participer à la vie de la cité selon ce qu'elle considère comme une participation, d'être solidaire de ses concitoyens et de défendre la cité. Une fois que le contrat social est adopté, les citoyens le contractent de fait dès lors qu'ils participent à la vie de la cité et jouissent des droits qu'elle reconnaît et garantit à ses citoyens. Ils sont citoyens, pas besoin d'autres formalités.
Par individu, j'entends les individus appelés par nature à faire partie de la société, à devenir citoyens, c'est-à-dire les enfants des citoyens qui vivent déjà au sein de la société. Par ailleurs, sur la question de la loi, évoquée dans cet article par le respect dû aux lois, je renvoie à la première vidéo sur la démocratie, dans laquelle j'explique que l'égalité garantit la démocratie, aussi sûrement que l'inégalité induit une forme d'oligarchie, que ce n'est donc pas par hasard si le système monétaire inégalitaire par nature est oligarchique, pouvoir de quelques-uns, et plutocratique, pouvoir des riches. Le prochain article se subdivise en 3 parties. Article 4A. Tous les citoyens remplissant les mêmes devoirs envers la cité. La cité a, elle, les devoirs de faire profiter chacun d'eux de tous ses bienfaits, fruits de leur participation, de garantir autant que possible la sécurité de leur personne et de leurs biens, d'assurer leur liberté physique et morale, en un mot, de répondre de son mieux à leurs aspirations légitimes. Article 4b. Le droit de profiter des bienfaits de la cité implique, pour tout citoyen, le droit d'accéder au marché du fait même d'être citoyen. Les biens retirés du marché par l'exercice de ce droit deviennent les propriétés privées légitimes des citoyens. Ce droit d'accès, conféré par la citoyenneté, théoriquement illimité et donc égal pour tous les citoyens, est naturellement borné par les envies du citoyen, par l'exercice de ce même droit par les autres citoyens, par la nature des choses et au besoin par la loi. Cet article est le cœur du civisme, la clé de voûte de la cité. Si le droit d'accéder au marché est conféré par la citoyenneté, il ne l'est pas par la monnaie n'a aucune raison d'être, il n'y a pas de monnaie. Et c'est parce qu'il n'y a pas de monnaie pour imposer ses règles et fausser tous les principes, que l'on peut concevoir et poser correctement les principes de l'ordre social, et du coup, comprendre la nature et le rôle antisocial de l'argent. Tout découle de cet article inédit dans l'histoire de l'humanité. Vous ne trouverez rien d'approchant nulle part. Article 4c. La protection que la cité doit à ses citoyens ne saurait être pour eux une interdiction de contribuer à leur défense, voire de se défendre eux-mêmes, par tous les moyens en leur pouvoir et quelles qu'en soient les conséquences, lorsqu'ils sont dans leurs droits et seuls face à un agresseur. Commentaire. La société est faite pour ajouter aux forces des citoyens, non à les en priver ou à leur interdire d'en user lorsqu'ils ne peuvent compter que sur elles. Toutes les entraves mises aujourd'hui au droit des citoyens de se défendre sont des crimes. Le principe de défense proportionnelle est un sophisme. Qui use de la force sort de l'état de société et plonge avec sa victime dans l'état de nature où chacun se défend comme il peut. Et tant pis si l'agresseur, qui a généralement l'avantage, tombe sur plus fort, plus rusé, plus vicieux, mieux armé que lui. Les lois n'ont pas retenu son bras, elles n'ont pas à retenir celui de sa victime. Et la société qui n'était pas là n'a pas son mot à dire après coup. Les citoyens n'attendent pas d'elle qu'elle leur fasse la morale, mais qu'elle remplisse son devoir, qu'elle les protège, qu'elle les soutienne ou qu'elle les venge. Je n'en dis pas plus, je vous renvoie à ce sujet à mon article sur la légitime défense, ayant pour titre de la légitime défense. Article 5. La cité doit aussi protection et secours, dans la mesure de ses capacités, à tous ceux qui, vivant en son sein, ne sont plus, ou pas encore, aptes à remplir les devoirs du citoyen. Commentaire. Les individus en question ne sont non plus ou pas encore citoyens, ils ne peuvent donc jouir des droits du citoyen. Mais du fait que la cité se sent des obligations morales envers eux, elle leur reconnaît et leur garantit quand même des droits à leur mesure. Des droits qui n'ont donc rien de naturel, n'en déplaise à certains. Sans entrer dans les nuances, disons que ceci concerne les enfants, les handicapés, les blessés graves et les réfugiés politiques. Les retraités, les vieux, eux, sont toujours citoyens. Article 6. Tout citoyen qui manque à ses devoirs attente par action ou omission aux droits de tous les citoyens et est passible de sanctions pouvant aller jusqu'à la perte de la citoyenneté. Commentaire. La citoyenneté confère des droits. C'est un statut qui se mérite et qui peut se perdre. À chacun de s'en montrer digne, à chacun de prendre ses responsabilités et d'assumer ses actes. 7e et dernier article. Toute atteinte aux droits d'un seul citoyen, comme tout appel à anéantir le présent contrat social, commande la levée de tous les citoyens contre l'oppresseur. Commentaire. Attenter aux droits d'un citoyen, c'est l'opprimer, c'est opprimer un membre de la cité envers lequel tous les citoyens ont le devoir d'être solidaires. Qui se frotte à un citoyen les défie tous. Leur devise pourrait être « un pour tous, tous pour un », voire « touche pas à mon pote » si le mot pote n'était pas insignifiant. Quant à appeler à déchirer le présent contrat social,
qui établit l'égalité entre les citoyens, c'est vouloir instaurer l'inégalité et opprimer le corps social. Dans les deux cas, le coupable est un ennemi.